me suis aperçu très vite que j'étais un petit peu plus doué que mes copains à l'école pour faire des dessins, pour faire de l'aquarelle. Et j'en ai profité pour montrer ma différence, pour faire en sorte qu'on me remarque quelque part, parce que je n'étais pas plus doué que les autres pour les matières normales, et je n'étais pas du tout doué pour le sport. J'étais plutôt quelqu'un de très malade quand j'étais petit. J'étais un grand asthmatique, et donc j'étais très diminué. Donc, solution, peut-être m'exprimer grâce à la peinture. Et un jour, alors que ma mère m'amenait à Digne, qui était le chef-lieu du département, pour acheter de la peinture à l'huile, j'ai découvert dans la vitrine un livre qui était grand comme ça, une petite chose, qui représentait effectivement un tableau, mais je ne connaissais rien du tout à l'art, le mot art n'existait pas. Et je m'adresse donc au propriétaire de la librairie et je lui dis « Excusez-moi monsieur, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire Renoir ?» Et il me dit « Mais Renoir est un très grand artiste, c'est un peintre qui est dans tous les musées du monde. » Ce jour-là, j'ai eu la révélation, je me suis dit « Mais peut-être que je peux faire autre chose que de travailler à l'usine comme mon grand-père, ma mère, mon père, mes frères et tout le monde dans le village. » Voilà. Quand je suis arrivé à Nice, effectivement, j'ai découvert des artistes comme Ben, un petit peu plus tard Martial Reis, c'était en 61 et Armand en 63. Mais j'étais déjà dans une dynamique assez, disons, avant-gardiste. Je faisais des tableaux qui étaient absolument recouverts de goudron sur toute la surface. Et l'idée n'était pas de faire une composition ou un tableau qui représentait quoi que ce soit. L'idée, c'était de montrer du goudron. Ce qui se passait, c'est que au début des années 60, il y a un retour partout mondial à la figuration. Les années 50 ont été couverts par l'art abstrait, l'expressionnisme abstrait américain par exemple, et tout le monde se met à faire soit du pop art, soit une nouvelle figuration, comme celle qui avait lieu à Paris, ou alors on retourne à l'objet, le nouveau réalisme. Et moi, je persiste dans cette abstraction qui est une abstraction, on va dire, industrielle. Vous voyez, je peins mes tableaux avec le pistolet compresseur. Ça n'est pas la touche de l'artiste, ça n'est pas l'expression de l'individu. C'est un travail très froid, relativement géométrique. Et il a fallu que je me retrouve à New York pour comprendre que je n'étais pas tout seul et qu'il y avait toute une nouvelle avant-garde, après le pop art, qui finissait par s'imposer dans cet art qu'on a appelé l'art minimal. Dès que je suis arrivé, j'ai eu la chance de découvrir une exposition au Whitney Museum qui exposait beaucoup d'œuvres d'art minimal. Donc j'ai eu un choc, une révélation. J'ai senti que j'avais là mes cousins en quelque sorte, ma famille potentielle, sauf qu'ils étaient tous beaucoup plus âgés que moi. Enfin beaucoup, ils avaient une quinzaine d'années de plus que moi. Pas tous, Carl André n'en avait que 5 ou 6, donc vous voyez. Mais en tout cas, je voyais une relation très forte. Et bien sûr, la première année en 66, lorsque je suis arrivé, je n'ai pas pu voir ces contacts. Mais en 67, dès que je me suis installé à New York, j'ai contacté ces artistes, je suis devenu très ami avec eux. Bien entendu, cette rigueur qu'ils avaient, j'en ai fait mes leçons et je l'ai appliqué à mon travail avec ma manière à faire, bien sûr, puisque je ne suis pas resté un artiste minimaliste. Je suis parti très vite dans une direction beaucoup plus conceptuelle où le langage était la priorité. D'abord, le souvenir que je garde de cette période conceptuelle est extrêmement positif. Je pense que j'ai fait à ce moment-là des tableaux qui sont d'une grande radicalité, qui n'ont rien, comme je le disais, qui n'ont rien à voir avec la tradition figurative et abstraite. Et je pense que c'est un geste important. Mais vous savez, il a cette particularité, ce geste, c'est d'être aussi peu compris que le porte-bouteille de Duchamp à l'époque. Regardez Duchamp qui a fait ça en 1916, il a fallu attendre 50 ans ou 45 ans pour que les artistes comprennent l'intérêt de la chose et se mettent à le développer. C'est en 1976 que la ligne a pris beaucoup plus d'importance, puisque c'est à ce moment-là, après cette période d'arrêt, conceptuel d'abord et arrêt, que j'ai vraiment investi ce domaine de l'angle, de l'arc et aussi de la ligne droite, dans des tableaux d'abord, ensuite avec les reliefs en bois, et puis tout ça s'est transformé dans la sculpture. Voilà.
c'est un domaine qui avait déjà été exploré par d'autres artistes dans le passé, hein. Mais disons que moi, j'ai trouvé une direction qui était, je crois, suffisamment originale pour qu'elle vaille la peine d'être explorée. Mes sculptures, lignes indéterminées, arcs et angles sont, comme je disais, autoréférentielles. Elles ne parlent que d'elles-mêmes. Les grands effondrements n'ont à voir qu'avec une problématique qui est tout à fait autonome. Essayer de proposer de nouvelles configurations dans le champ de la sculpture. Voilà. Normalement, les artistes composent d'une manière intuitive leurs œuvres. Ils prennent une barre d'acier, ils en soudent une autre là, ils mettent un cercle, ils mettent un triangle. Voilà l'héritage de Malevich et du suprématisme, bien sûr, du constructivisme. Donc on construit intuitivement une œuvre d'art. Après, il y a eu le système des minimalistes qui ont fait d'une manière systématique les œuvres. C'est-à-dire qu'ils ont prévu à l'avance qu'il y aurait par exemple 4 cubes qui ont une certaine dimension, une barre qui les rejoint, ou bien qu'un carré serait divisé en 9 morceaux, suivant des proportions tout à fait particulières. Tout ça a été conçu à l'avance et réalisé par des entreprises. Voilà. Donc c'est un autre système de composition. Moi, j'aborde un autre système qui est celui de l'imprévisible. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler l'œuvre lorsque elle va être terminée, et encore je dis terminée, ce qui n'est pas vraiment le cas parce que je change les configurations aussi souvent que je peux. J'essaye de découvrir qu'est-ce que je peux faire qui soit intéressant et qui n'ait un minimum à voir avec l'histoire de la sculpture du passé pour essayer de proposer de nouvelles choses maintenant. En 2014, j'ai pensé que ce lieu, qui est pas trop mal, on va dire, j'ai pensé que ce serait intéressant peut-être d'en faire un lieu, une fondation, puisque Frank Stella était en train de me réaliser une chapelle avec 6 grands reliefs, que je savais que j'allais avoir un jour une œuvre de James Turrell, que François Morellet a signé la piscine qui est ici, que l'on avait aussi cette grande galerie qui me permettrait éventuellement de faire des expositions d'autres artistes. J'ai pensé que ce serait intéressant de partager ce lieu avec d'autres artistes. D'abord parce que, vous savez, j'ai tendance à penser que moi, je ne suis pas que moi, je suis une partie de nous les artistes de ma génération, et donc on est une sorte de famille. Et moi j'ai trouvé que ce serait bien de proposer ici des artistes qui ont montré une grande générosité à mon égard parce que ils m'ont permis d'exposer avec eux dans les grandes galeries Douane et Castelli et Paula Cooper dès le départ. Je donne une œuvre d'art pour avoir de l'argent, je me dis que c'est aussi bien de transformer cet argent en œuvre d'art aussitôt. Voilà. Et surtout de l'offrir à la société grâce à laquelle j'ai pu développer toute mon œuvre et arriver à un certain niveau de résultat. Les artistes de la période minimaliste étaient tout à fait contre la notion de chef-d'œuvre. Ils pensaient qu'on devait avoir un système de travail, un système de pensée, et à partir de là, eh bien, il n'y avait pas un chef-d'œuvre par rapport à l'autre. C'était une chose très subjective. Je le pensais aussi moi, lorsque je faisais mon travail qui appartient à l'époque conceptuelle. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je pense qu'il y a un moment où, tout à coup, il y a une œuvre qui montre un dépassement, un aboutissement, qui est quand même un jus absolument beaucoup plus concentré, qui permet de penser que là, on est vraiment devant une démonstration qui est beaucoup plus significative que d'autres œuvres qui sont, oui, qui sont bien, mais qui sont quelquefois, qui peuvent être considérées comme une production qui vous permet de voir où on peut aller, hein, comment on peut évoluer, comment on peut ajouter encore quelque chose. Mais tout à coup, le chef-d'œuvre, c'est le moment où la démonstration est absolument parfaite. L'art, effectivement, peut être très important dans la vie. D'abord, l'art permet de faire évoluer notre conscience, de faire apprécier des choses que personne n'apprécie avant nous. Je vous donne un exemple. Regardez, pensez à ceci. Vous avez un personnage comme Cézanne, qui était en son temps l'individu le plus sophistiqué en art qui existait sur la Terre.
Il n'y avait personne qui était plus pointu que lui, dans une sorte de visionnaire, vous voyez. Eh bien, aujourd'hui, vous prenez M. Cézanne, vous le réveillez de sa mort et vous l'emmenez devant un tableau de Rothko. Rothko que tout le monde apprécie aujourd'hui. Vous et moi et tous les gens, tout le monde est sensible à cette qualité comme ça, cette sensibilité de peinture. Et vous mettez Cézanne devant et vous lui dites « Monsieur Cézanne, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Et il va vous dire « Pourquoi ? Quoi ?» Allez, vous allez lui dire « C'est un tableau. » « Ah, c'est un tableau. Ah, est-ce que quelqu'un va le terminer un jour ? » Ah non, non, il est terminé comme ça. Vous voyez que, voilà, Cézanne ne comprendrait pas aujourd'hui, avec bien sûr l'esprit qu'il avait à l'époque, hein, avec la conscience qu'il avait à l'époque, il ne comprendrait pas ce qui se passe. Et nous autres, des gens tout à fait normaux, on est capable d'apprécier un Rothko. Ça veut dire que notre conscience, notre sensibilité a considérablement évolué. Les artistes nous ont appris à découvrir pas simplement de la beauté, mais quelque chose d'exceptionnel, de sensible, que le passé n'était pas capable de percevoir. La renommée, on est connu que par les gens qui savent qui vous êtes, c'est tout. Il faut rester très modeste. Je me souviens un jour, j'étais avec Andy Warhol, et je lui dis, Andy, tu sais, quand même, ce qui est formidable avec toi, c'est que toi, tu sais que tu es dans l'histoire, au plus haut niveau. Il me regarde et il me dit, tu sais, à un certain niveau, il me dit, mais tu sais, personne ne pense que je suis Picasso. Et Picasso, tu sais ce qu'il pense ? Picasso, il pense que personne ne pense qu'il est Léonard de Vinci ou Michel-Ange. Vous voyez, il y a toujours, tout dépend quels sont les modèles que l'on a. Je me dis tous les jours, comment je pourrais faire pour faire quelque chose d'intéressant, de bien, qui mérite l'histoire. Parce que l'objectif, ça n'est pas d'être reconnu aujourd'hui, de vendre bien ses œuvres et d'exposer partout. Ça n'est absolument pas l'objectif. Le seul objectif, l'unique objectif, et Cézanne le pensait à l'époque, je vais vous le dire, c'est que dans 200 ou 300 ans, on dise mais regarde à l'époque ce qu'il a été capable de penser, de nous montrer. C'est mériter l'histoire. Avoir fait un geste, avoir fait une démonstration, avoir ajouté de la culture à l'humanité. C'est le seul objectif.